La nuit étendait son voile épais sur Ouagadougou. Dans l'obscurité pesante, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Une tension sourde, presque palpable, que même les plus endurcis des soldats ne pouvaient ignorer. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré ne dormait pas. Assis devant un large bureau de bois brut, il parcourait des documents confidentiels, une lueur froide dans le regard. Depuis plusieurs jours, des rumeurs filtraient par ses réseaux discrets. Une opération étrangère était en cours, mais son objectif restait incertain. Les signaux interceptés, les mouvements suspects, les regards fuyants dans certaines ambassades. Tout pointait vers un complot imminent. Son téléphone spécial vibra doucement. Un seul message. Ils sont là. Objectif confirmé. Mobilisation immédiate. Ibrahim Traoré se leva d'un bond. Il appuya sur un bouton caché sous son bureau. En moins d'une minute, une équipe de son unité personnelle, les forces spéciales patriotes, surgit dans la pièce, habillée en noir, visage fermé, prêt à agir. Phase alpha. Localisé. Intercepté. Neutralisé. Ordonna-t-il d'une voix ferme. Le plan était en place depuis longtemps. Il savait qu'un jour, les puissances étrangères tenteraient de briser la résistance burkinabé en frappant au cœur. Mais jamais Ibrahim Traoré n'aurait cru que cela arriverait si vite. Et si violemment. Quelques kilomètres plus loin, dans un quartier discret de la capitale, des silhouettes se mouvaient furtivement sous la lune. Vêtues d'équipements sophistiqués, bardés de technologie dernier cri. Une quinzaine de mercenaires progressaient silencieusement. Leur mission. Capturer un haut responsable du gouvernement et semer un chaos contrôlé pour justifier une intervention étrangère humanitaire. Ils étaient sur d'eux. Arrogants. Formés par les meilleurs instructeurs occidentaux. Équipés de drones miniatures, de lunettes thermiques, d'armes silencieuses. Le Burkina Faso leur paraissait une simple formalité. Ils avaient oublié une chose essentielle. Ce n'était pas un pays ordinaire. C'était la terre d'hommes libres. Pendant ce temps, le commandant Yaya Sow, chef des forces spéciales, coordonnait l'opération de riposte. Cible principale repérée au secteur 7. Une autre unité approche du périmètre est. Rapportèrent ses éclaireurs. Yaya écoutait, impassible, puis sourit légèrement. Qu'ils viennent. Ils trouveront autre chose que ce qu'ils cherchent. En secret, des tireurs d'élite étaient déjà en position. Des patrouilles discrètes quadrillaient les axes secondaires. Les communications ennemies étaient brouillées. Les plans des mercenaires étaient déjà obsolètes sans qu'ils ne le sachent. Minuit. Le premier affrontement éclata dans une ruelle obscure. Un mercenaire tenta de franchir un mur, arme en main. Un tir précis, silencieux, l'immobilisa net. En quelques secondes, l'équipe burkinabé surgit. Neutralisation rapide, sans bavure. Pas de bruit. Pas de témoins. Pas de chaos. La riposte était chirurgicale. Invisible mais implacable. Au palais, Ibrahim Traoré observait la situation depuis la salle d'opération secrète. Un écran géant diffusait les flux de caméras thermiques. Point par point, les forces ennemies étaient isolées, encerclées. À un moment, un officier proposa. « Monsieur le Président, voulez-vous qu'on les élimine ?» Traoré fixa l'écran, réfléchit, puis secoua lentement la tête. « Non. Capturez-les vivants. Je veux que l'Afrique sache qui les envoie. » À 2 heures du matin, la plupart des mercenaires étaient aux arrêts, ligotés, bâillonnés, transportés en lieu sûr. Mais un petit groupe avait réussi à s'échapper, direction l'aéroport militaire désaffecté à la périphérie. Ils ignoraient que cette fuite était prévue, que chaque pas qu'ils faisaient était surveillé. Un piège parfait les attendait dans l'ombre. Dans la fraîcheur de la nuit, alors que les premières prières du matin s'élevaient dans le ciel, Ibrahim Traoré se leva de son siège. Il savait que cette nuit-là, le destin de son pays avait basculé. Et que bientôt, le monde entier apprendrait ce qui s'était passé. Le ciel au-dessus de Ouagadougou commençait lentement à virer du noir profond à un bleu sombre. La nuit reculait, mais la bataille de l'ombre ne faisait que commencer. À la périphérie de la ville, près d'un aéroport militaire abandonné, les derniers mercenaires avançaient en file, haletants, leurs bottes lourdes s'enfonçant dans la poussière. Ils pensaient être proches de la liberté. Ils pensaient pouvoir s'envoler, disparaître sans laisser de traces. Ils avaient tort.
dans une bâtisse effondrée non loin de la piste. Le commandant Yahya Sow observait la scène à travers un viseur nocturne. À ses côtés, une douzaine de soldats burkinabés, silencieux comme des statues. Armés non pas de haine, mais de détermination. Ils ne voulaient pas tuer. Ils voulaient des réponses. Yahya murmura dans son micro. Cible à 200 mètres. Phase bêta enclenchée. Immédiatement, le plan se mit en marche. Un premier groupe de soldats bloqua la sortie sud de l'aéroport. Un second, camouflé dans les airboats, se déploya vers les hangars désaffectés. Un troisième referma le piège en douce, tel un filet invisible. Les mercenaires ne se doutaient de rien. Ils avançaient, leurs visages tendus, les yeux rivés vers les lumières éteintes de la piste. L'un d'eux, plus expérimenté que les autres, sentit soudain quelque chose. Il se figea. Il regarda autour de lui. Un bruit infime. Un souffle dans l'air. Trop tard. Bang! Un tir non létal explosa à ses pieds. Un second détonna derrière. Les mercenaires comprirent. Ils étaient pris au piège. Ils se dispersèrent instinctivement, cherchant à se cacher. Mais chaque mouvement semblait anticipé. Chaque tentative de fuite échouait. Les forces spéciales burkinabais, entraînées pour ce type d'affrontement, les neutralisaient sans bavure. Une guerre silencieuse. Faite de regards, de gestes rapides, de stratégies éclairs. Pas de cris. Pas de tirs inutiles. Pas de sang versé. Au centre de commandement, Ibrahim Traoré suivait l'opération en direct. Il serra les poings en voyant un de ses hommes touché par une grenade lacrymogène lancée par les mercenaires. Mais rapidement, ces hommes reprirent le dessus. La supériorité technologique des mercenaires ne pouvait rien contre la discipline, le courage et l'intelligence tactique des Burkinabés. Après 2 heures d'affrontements invisibles, tous les intrus furent capturés, dépouillés de leurs équipements, ligotés, interrogés brièvement sur place. Le commandant Yahya Sow s'approcha de celui qui semblait être leur chef. Un homme grand, visage froid, regard arrogant malgré sa situation. Yahya le fixa intensément. « Qui vous envoie ?» demanda-t-il d'une voix calme. L'homme cracha au sol sans répondre. Un léger sourire passa sur les lèvres de Yahya. « Tu parleras. Pas par la force. Mais parce que tu sauras que tu as échoué devant tout un continent. » Il fit signe. 2 soldats emportèrent le prisonnier. À l'aube, les véhicules militaires traversèrent la ville, transportant leur précieux butin vers une base secrète. La population, encore endormie, ignorait que cette nuit-là, leur liberté avait été sauvée. Pendant ce temps, dans les bureaux obscurs des ambassades étrangères, les visages se faisaient graves. Certains téléphones brûlaient de conversations urgentes. Le plan avait échoué. Et ils savaient que le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, n'était pas un territoire que l'on pouvait manipuler sans conséquence. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré recevait les premiers rapports d'interrogatoire. Ce qu'il lisait le fit sourire d'un air glacé. Les révélations étaient encore plus graves qu'il ne l'avait imaginé. Des noms, des gouvernements, des financements, tout serait bientôt révélé. Mais il fallait préparer le terrain. Pas en accusant, pas en criant, en frappant là où ça ferait le plus mal. La vérité. Le président Traoré ordonna alors. Organisez une conférence de presse mondiale demain matin. Que toute l'Afrique entende ce que nous avons découvert. Et que le monde sache. Le Burkina Faso n'est pas à vendre. Le soleil se leva sur Ouagadougou avec une intensité particulière. Dans les rues, les commerçants installaient leurs étals. Les enfants riaient sur le chemin de l'école. Mais une rumeur sourde courait de bouche en bouche. Quelque chose d'énorme allait se produire. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré, entouré de ses ministres les plus loyaux, relisait pour la dernière fois son discours. Face à lui, les écrans géants affichaient les logos de CNN, France 24, Al Jazeera, RT, et d'autres chaînes du monde entier. La conférence de presse était sur le point de débuter. Dans les coulisses, certains diplomates étrangers tentaient encore de négocier, d'atténuer ce qui allait être révélé. Des émissaires murmurèrent des menaces voilées. Mais Ibrahim Traoré, calme comme l'acier, leur répondit seulement. « Il est trop tard. La vérité est déjà en marche. » À 10 heures pile, il monta sur l'estrade. Silence total.
Des millions d'yeux braqués sur lui. Son discours débuta d'une voix ferme et posée. Aujourd'hui, devant l'Afrique et devant le monde, je viens révéler un complot. Non pas contre ma personne, mais contre l'espérance d'un peuple libre. Il brandit un dossier rouge, marqué du sceau officiel. Des agents, financés par des puissances étrangères, ont tenté d'empoisonner l'avenir de ce pays. Ils ont échoué. Car ici, au Burkina Faso, nous avons choisi la souveraineté. Nous avons choisi la dignité. Sur les écrans, les preuves s'enchaînèrent, photos, vidéos, relevés bancaires, communications cryptées interceptées. Des noms tombèrent. Des noms lourds. Des noms qui firent trembler les salons dorés de Washington, Paris, Londres. L'Afrique tout entière retint son souffle. Dans les villages, dans les villes, des cris éclatèrent. Nous sommes avec toi, Ibrahim. Le Burkina n'est pas à vendre. Pendant que l'Afrique se levait, le reste du monde s'agitait. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. À Washington, le Pentagone exigea des explications. À Bruxelles, certains députés européens, mal à l'aise, demandaient des clarifications immédiates. Mais ce que personne ne pouvait arrêter, c'était le raz-de-marée populaire. Dans tout le continent, des foules descendirent dans les rues. À Bamako, à Conakry, à Niamey, à Accra. On brandissait le drapeau burkinabé comme un étendard de rébellion. Le Burkina Faso était devenu un symbole. Un symbole que même les armes et l'argent ne pouvaient abattre. Dans les heures qui suivirent, plusieurs ambassades furent contraintes de fermer temporairement. Certains agents étrangers quittèrent le pays discrètement, la tête basse. Leur mission avait échoué. Le peuple avait choisi son camp. Et ce camp s'appelait Ibrahim Traoré. Après la conférence, Ibrahim Traoré ne célébra pas la victoire. Il se contenta de s'isoler dans son bureau, regardant par la fenêtre. La lutte venait de franchir une nouvelle étape. Il savait que les ennemis reviendraient. Plus discrets, plus dangereux. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. Dans les campagnes, des jeunes prenaient les armes pour défendre leurs terres. Dans les universités, des étudiants débattaient fièrement sur la souveraineté. Dans les marchés, des anciens racontaient aux enfants que le Burkina est debout. Ibrahim Traoré griffonna quelques mots dans son carnet personnel. Nous avons vaincu non pas parce que nous étions les plus nombreux, ni les mieux armés. Nous avons vaincu parce que nous avons refusé de nous agenouiller. Ce jour-là, l'Afrique comprit une chose essentielle. Il suffisait d'un pays pour rallumer le feu de la dignité. Et ce pays s'appelait le Burkina Faso.